Bonjour, Jeff Moffret, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Provence à Marseille. Donc j'avais une question sur l'identification et l'identité chaque fois des récoltants des données. Donc ça fait référence hier à ce qu'on a dit sur le phénoclim et là pareil sur l'identification personnelle. Y a-t-il des gens qui manifestent des réticences à être identifiés ou à voir leur nom apparaître sur le site, ou alors plutôt est-ce qu'il y a de la fierté de pouvoir être présenté? Donc ça s'adresse peut-être plus général à tout le monde. Bon, je sais pas, il marche? Oui. Donc pour nous c'est assez récent, mais depuis quelques mois qu'on a mis en ligne ça, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas de réticence. Par contre, ça a été très difficile techniquement. On a eu beaucoup de problèmes techniques où les gens ont du mal à s'inscrire sur un petit formulaire où on leur demande leur nom, leur prénom. Donc là, c'est de la difficulté, mais aucune réticence. Nous, on a mis en ligne aussi un trombinoscope où les gens peuvent mettre leurs photos, se présenter, etc. Et puis ça marche. Bon, alors là, c'est le début, mais en fait, ça fonctionne. Et je pense que vraiment, il y a cette volonté de créer un réseau. On en parlait hier dans l'atelier où j'étais, mais voilà, je crois que oui, aussi. Donc voilà, ça fonctionne en tout cas pour nous bien. Pour nous, en fait, l'observateur remplit en fait soit son nom, soit son numéro de nichoir dans le forum, et il peut aussi mettre observateur. Donc certains s'identifient, donc d'autres se nomment observateurs, et voilà. Donc il n'y a pas d'obligation à être visible, c'est si on le souhaite. Et j'ai juste un deuxième commentaire rapide, j'ai un peu l'impression que les projets sont différents en termes de caractérisation du public des répondants. Et peut-être que ça vaudrait le coup, dans la suite de ce colloque éventuellement, d'associer des collègues sociologues à la caractérisation du public des éco-citoyens volontaires qui participent à ça, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les engage à participer, et pour essayer de voir s'il y a des catégories socio-professionnelles qui ne sont pas du tout touchées, de gens qui ne veulent pas, pour essayer d'augmenter ce public. Ta remarque est vraiment valable, je pense, pour l'ensemble des présentations, hein, bien au-delà de la matinée. Mais oui, je vous remercie de votre remarque parce que ça me permet justement de rebondir sur quelque chose que je n'ai pas précisé. C'est-à-dire que nous, effectivement, on ne s'adresse pas à des amateurs. Il y a des gens qui, bien sûr, sont sensibles à l'environnement, mais globalement, enfin, majoritairement pas. C'est vraiment du kidam, du grand public. C'est monsieur tout le monde, c'est des gens qui habitent en milieu rural. C'est parfois des gens qui ont des niveaux d'enseignement assez faibles. Enfin, donc, c'est intéressant du coup parce que nous, on est sur une autre dimension où là, on va pas. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on disait hier, c'est-à-dire que la donnée n'est pas liée à la compétence de l'observateur, mais bien au protocole. Mais dans notre évaluation, on voudrait justement essayer de savoir qui sont ces gens et à quelle classe socio-professionnelle ils appartiennent, s'ils sont sensibles à l'environnement, s'ils ont accès à Internet. Enfin, vous voyez, essayer de caractériser un peu plus précisément notre population d'observateurs. Jean-Sébastien, par rapport à ce propre d'identification, au départ, nous, on ne demandait pas de s'identifier. Donc les gens pouvaient remplir la seule identification qu'il y avait au niveau des recensements, c'est le fait qu'il fallait localiser son jardin, évidemment. Mais bon, c'est tout. On pouvait mettre n'importe quel nom. Et cette donnée est restée totalement confidentielle. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a aucune cartographie qui montre l'emplacement des jardins précisément, etc. Donc là, maintenant, on a demandé effectivement de s'inscrire. Maintenant, on peut toujours s'inscrire sous un faux nom. Hein, il n'y a pas de vérification. Et effectivement, se pose la question de la visibilité éventuellement des résultats. Par exemple, on pourrait imaginer un système où les jardins les plus riches, il y aurait un top 5, etc. Bon, il faut un peu voir. Je sais que, donc il faut savoir que chez nous, on le fait, la partie néerlandophone du pays le fait également, exactement la même opération pour les oiseaux et les papillons au même moment. Et eux, ils font ça. Donc ils disent, voilà, dans telle province, c'est Madame machin qui a eu le plus de papillons dans son jardin. Et visiblement, ça n'a pas l'air de poser de problème. Donc voilà. Juste sur l'identification à Tela, c'est vraiment le premier pas dans un réseau de savoir qui est membre et de savoir ce que fait l'autre. Donc à chaque projet, il y a la liste des participants. Et pour nous, c'est primordial en fait. C'est vraiment la première chose à faire, de connaître qui est avec nous dans le projet pour pouvoir avancer, quoi.
Ça rejoint quand même un peu ce que tu disais. Hein. Je crois qu'effectivement, selon le type de programme et le type d'implication, il n'y a pas nécessairement aussi les mêmes publics et peut-être les mêmes motivations. D'autres remarques ou d'autres questions? Il y en a une là-bas. Oui, merci. Donc Jean-Laurent Hens, observateur naturaliste des écosystèmes méditerranéens. Pour continuer ce débat là, sur l'identification, on est quand même un peu embêté aujourd'hui par la mode des réseaux où on s'inscrit avec des pseudos. C'est quelque chose qui est en train de, je pense, de prendre une grande part culturelle dans des échanges sur toutes sortes de thèmes et de sujets, y compris sur des sujets naturalistes. Et je me demande à quel point des personnes qui seront habituées justement à travailler comme ça vont accepter ensuite de dévoiler leur identité. Y compris, encore une fois, sur des forums naturalistes sur lesquels aussi j'interviens. Moi, j'aime bien mettre mon nom. Et j'ai eu des échanges avec les gens qui me répondaient pour m'aider à identifier, par exemple, une araignée ou un insecte, et qui refusent de me donner leur nom. Tu as parfaitement raison. On a retrouvé ça sur le questionnaire, d'ailleurs, pour ce colloque. Nous, on a mis en place sur le site, la double possibilité. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent de manière confidentielle en nous donnant leur nom, leur adresse et leur email. Et leur inscription ne peut être validée que si l'email fonctionne, etc. Mais ensuite, ils s'identifient avec un pseudo. C'est-à-dire qu'on a les deux. Et si on n'a pas les deux, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai que le nom reste confidentiel, on ne le publie pas à moins qu'ils le souhaitent sur le trombinoscope, mais nous on l'a. Et ça fonctionne, de donner les deux. Je peux rajouter un autre exemple sur les sites de l'ONEM, si vous allez voir sur les enquêtes. L'ensemble des informations, des données sont réputées libres et sont donc visibles. Et on a considéré qu'une donnée qui n'était pas nominative, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas un observateur identifié, ne serait pas valable. Donc c'est un choix qu'on a fait au départ. Mais on considéra, pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées hier dans les ateliers, simplement de suivi et de pouvoir recontacter la personne pour validation ou pour la remercier tout simplement. Je pense que pour excuse-moi, juste une question par rapport à est-ce que le mail n'est pas suffisant? Je veux dire, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pas finalement, enfin, je sais pas, c'est une question. Hein. Est-ce que l'objectif, c'est que la personne s'identifie civilement, ou est-ce que l'objectif, c'est que tu puisses conserver un lien avec cette personne pour éventuellement vérifier sur place, etc. Et donc là, il y a mise en rapport direct, je l'entends bien. Mais est-ce que le premier objectif, c'est pas surtout ce lien? Ce lien, et finalement, la solution de Cybèle, elle est pas mal, c'est-à-dire le mail qui est une validation, plus que le nom lui-même. Sauf que si on regarde, lorsqu'on fait par exemple de la bibliographie et qu'on regarde les données anciennes, c'est quand même intéressant de savoir qui a fait l'observation. Je comprends que ça peut être intéressant, à mon sens, mais un mail peut ne être veut un rien frein dire. aussi pour les gens. Enfin, je sais pas. Le mail ne veut rien dire, on peut changer d'adresse, on peut évoluer. Oui, mais alors à l'inverse, si tu conserves un nom sans lien mail ou téléphone, qu'est-ce que t'en fais quoi? C'est vrai que pour nous, pour notre part en tout cas, ça a été un peu la même démarche, puisque chaque habitant qui prend un nichoir signe un engagement. Il accueille un nichoir, nous autorise à ce qu'on puisse aller dans le jardin, vérifier. En fin de compte, si jamais il nous signale tout signalement sur le site de présence de l'oiseau est vérifié par une équipe du CNRS. Donc on a son adresse, on a le point GPS, on est autorisé par cet engagement à rentrer dans le jardin, à prendre le point GPS du nichoir qui a été posé, vérifier la sécurité aussi, si le nichoir, parce qu'on a quand même des nichoirs de grosse taille, il ne faudrait pas non plus que les habitants soient blessés par la chute du nichoir, etc. Donc on vérifie la pose de chaque nichoir tout de même, et on prend un point GPS. Et c'est vrai que s'il n'y a pas cette signature, cet engagement de l'habitant, il ne peut pas emmener son nichoir. Donc ça peut être un frein, mais en tout cas ça a été aussi notre préconisation. Moi j'avais une autre question par rapport à votre programme qu'on a abordé déjà, il me semble, hier. C'était le problème de la pérennisation en fait, de ces programmes. Vous en êtes à 16 ans. Et en plus, sur la zone atelier. Pardon, sur la zone atelier, absolument. Le programme a moins d'années. Mais vu votre dynamique, vous êtes bien parti, à mon avis, pour passer les années. Donc, et surtout, vous avez un système, si j'ai bien compris, qui s'assoit quand même, où la porte d'entrée, disons, est le milieu scolaire. Or, évidemment, le milieu scolaire, on change de classe. Hein. Donc, comment on arrive
tout en maintenant ce protocole et en maintenant une pérennité des données, est-ce que, en fait, vous avez donc, je comprends bien, pas les mêmes classes qui participent chaque année, enfin, ou voilà, en tout cas pas les mêmes exactement personnes, et en même temps, est-ce que vous arrivez à maintenir les mêmes sites de nichoirs d'une année sur l'autre, ou est-ce qu'en fait, au sein du département, ces sites vont changer? Comment ça se pose? Non, en fait, c'est vrai que, je n'ai pas été dans le détail, mais la couverture de la zone s'est fait en 3 années sur la couverture des villages. Et chaque propriétaire de nichoir s'est engagé à le suivre jusqu'en 2014, enfin 2013, dans l'engagement. Donc c'est sûr que nos nichoirs, ils ne bougent pas. Voilà, ils restent à leur place. Nous, va venir l'enjeu, c'est que l'opération éducative d'animation du territoire, elle est comprise jusqu'à la fin de l'année 2010. Donc derrière, on est en train de concevoir, justement, puisqu'on est tout à fait conscient de la limite. Si on veut que nos habitants suivent nos nichoirs jusqu'en 2013 pour avoir des résultats en 2014, il va falloir continuer d'animer, parce qu'on voit qu'il y a besoin d'une rencontre, puisque les habitants qui ont posé des nichoirs la première année, ça a été dur. Aujourd'hui, on le voit sur les retours sur le site internet, on n'a pas beaucoup de retours. Donc il va falloir retourner les chercher, il va falloir faire de l'animation. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de reconstruire un volet pédagogique la suite en fait du volet pédagogique, pour continuer d'accompagner le programme recherche sur cette zone-là, de ne pas perdre le lien avec nos habitants et de continuer cette dynamique. Mais c'est vrai qu'avec les écoles, ce qu'on s'est dit, c'est que maintenant, justement, nos élèves, justement, certains sont passés au collège, ils vont évoluer, etc. Et pour nous, l'enjeu maintenant, c'est plutôt de faire de l'animation, justement, auprès des collectivités, auprès des habitants, et un peu moins auprès des écoles qui sont déjà, eux, dans la dynamique, et certains élèves sont déjà partis vers le secondaire. Donc ça va être le deuxième volet, en fait, du projet. Par rapport à ces questions de pérennisation, est-ce qu'il y a d'autres exemples ou d'observations? Parce que ça a été pas mal discuté hier, mais voilà. Oui. J'en ai un petit peu parlé dans les chiffres. Là, c'est vrai que donc sur les 6 ans de comptage d'oiseaux, on a constaté qu'il y avait que 50 jardins qui ont participé aux 6 années. Donc sur en tout 16 000 et des stations. C'est rien du tout. Hein. Donc l'année prochaine, 7e édition, on va peut-être tomber à 0. Donc effectivement, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc nous, on va essayer de fidéliser les gens grâce au système de portail, en leur offrant quelque part un avantage en retour, enfin des facilités, en tout cas de consulter les résultats, quelque chose de plus interactif. Et en fait, on va également se servir finalement de la base de données de participants pour aller recruter des participants plus motivés. Et donc, qui, eux, vont s'inscrire dans des comptages, pas du tout juste le gros week-end médiatisé, mais dans des comptages sur toute l'année. Et donc là, on n'a pas encore tous les détails, mais effectivement, on dira aux gens que s'ils s'inscrivent là-dedans, c'est pas juste pour le faire pendant 3 mois et puis arrêter. Donc, on leur dira bien que c'est intéressant si on peut vraiment regarder des tendances à long terme et qu'il faut donc le faire d'année en année. Bon, maintenant, on verra un petit peu comment ça va fonctionner. Oui, pour cette histoire de pérennisation, nous, Cybelle Planète, on a donc la double casquette éco-volontariat, association d'éco-volontariat et association de sciences citoyennes. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de créer un réseau et de le pérenniser, puisque tous les ans, on organise des séjours en voilier, des co-volontariats, où on fait venir des gens pour collecter des données sur le projet. Alors là, c'est les méthodologies de Cybelle Méditerranée, mais que les gens viennent appliquer avec un guide à bord formé qui les accompagne. Et en fait, on fait ça depuis 2005. Depuis 2005, les bateaux, enfin nous, c'est essentiellement l'été, puisque les conditions météo sont un peu plus favorables l'été. Mais les bateaux sont pleins et tous les étés depuis 2005. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir en permanence des données et des participants, ce qui alimente aussi du coup le réseau d'amateurs bénévoles. Enfin, paradoxalement, ça joue, ça fait vraiment une alimentation permanente. Bon, puis en plus, ça nous soutient vraiment financièrement, ce qui n'est pas moindre. Merci. J'ai 2 questions. J'en ai une là. La première était là, d'accord. Après, Violette. Après, il y a une personne. Vas-y, oui. Donc, Bertrand Schatz, CNRS, à Montpellier. Un commentaire et
et une question. Le commentaire, c'est que autant hier j'avais l'impression que le chercheur était le mauvais bougre, autant aujourd'hui j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux avec toutes ces 100 citoyennes. Je pense que c'est simplement dû au fait que on comprend bien le rôle et les possibilités de chacun. C'est-à-dire un chercheur qui a peut-être pas tellement de temps à mettre à disposition, mais qui peut intervenir ponctuellement sur ça. Il faut aussi se rendre compte que l'écologie, c'est une science qui se prête particulièrement aux sciences citoyennes, et ça serait bien que l'activité du chercheur soit aussi évaluée en fonction de ça. Vieille revendication, je peux te dire. Oui, auprès du ministère, ça n'a jamais abouti. Hein. J'essaie de continuer, mais bon. Pour être en lien avec le monde associatif, je me pose toujours la question de ce soutien financier. Bon, vous avez partiellement répondu, mais ce n'est pas toujours possible. Comment, quand vous lancez un programme comme ça sur plusieurs années, comment vous êtes sûr que vous allez avoir le financement jusqu'au bout ? Ça dépend des financeurs, en fait. Voilà. Certains se sont engagés, nous, sur les 3 années, enfin, moyennant quand même des retours. Voilà. Mais d'autres, c'est chaque année, c'est sûr. Voilà. Et vu le pas de temps sur l'observation, c'est vrai que 3 ans, c'est court. Oui. Alors oui, c'était plutôt sur la discussion qu'il y avait avant. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi, Malvina Artaud, je travaille au Muséum de Toulouse. Voilà, c'était plus sur la première partie, là, tout à l'heure, sur la fidélisation des gens. Je voulais savoir si dans les différents programmes que vous montez, il y en a parmi vous qui ont créé des groupes sur Flickr. Flickr, c'est la plateforme d'échange de photos sur Internet. Nous, au Muséum, on a des groupes Flickr qui marchent très très bien, où en fait on invite les gens à prendre des photos du muséum, machin, après ils les partagent et après ils les commentent entre eux. Je pense notamment sur les nichoirs à oiseaux. Je me dis que ça peut être pour vous peut-être un outil de fidélisation des gens, de discussion, d'échange entre eux, voilà, j'ai pris ma petite mésange tel jour à telle heure à mon nichoir, je la mets en photo, c'est marrant, il y a mon voisin ou un type à l'autre bout de la France qui a une photo approchante. Donc je voulais savoir si vous avez fait des expériences avec des outils de ce type-là, est-ce que ça a donné ? Alors sur notre site, en fait, on a un espace forum observateur où justement ils échangent et où certains, là on n'est pas allé sur le site, mais je pourrais vous montrer justement des observateurs qui mettent même des petits films. Donc on a certains de nos nichoirs qui ont été colonisés par des frelons cet été, et donc on voit la construction en fait du nid de frelon dans le nichoir, minuté chaque jour. On a des suivis comme ça, donc il y a déjà des choses qui se font par le forum en fait, via le forum. Voilà. Et même chose, il y a un forum école, et donc les écoles peuvent aussi mettre des choses visibles auprès des parents, et donc les parents peuvent suivre en fait ce qui se fait dans la classe, etc. Par rapport à cette histoire des photos, si j'ai bonne mémoire, à Cybèle, tu avais un point de vue un peu réservé sur la question des photos, et hier, au forum où j'étais, on a eu une présentation où sur le programme, c'était Peau Bleue, je crois, excuse-moi, oui c'est ça, Peau Bleue, a fait un travail sur la base de photos volontaires, en particulier sur les hippocampes. Donc là, vous n'avez pas la même approche, ça m'intéressait au niveau marin. Voilà. Peau Bleue, je ne sais pas s'ils sont là, donc je ne vais pas parler pour... Ah si, je vois Patrick, oui, bonjour. Et donc, nous, Cybèle, on a lancé l'observatoire photo, donc ça ne fonctionne pas sur la base méthodologie à base de photographie. Ça coûte super cher, quoi. Avoir un appareil photo sous-marin étanche avec le caisson étanche, etc., ça coûte cher. Pourtant, nous, on s'était dit, moi je vois dans l'activité plongée loisir, de plus en plus de plongeurs en ondes, mais bon, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Par contre, en termes de cétologie, il y a une base de données en photo-identification qui ne fonctionne qu'avec pas qu'avec, mais en gros 90% grâce au chantier d'éco-volontariat. Et là, ça permet vraiment de suivre les populations. Patrice est là-bas. Ouais. Excuse-moi, est-ce que tu peux, juste après, on vous redonne la parole ? Oui, pour faire une précision justement de l'autre programme marin. Oui, bonjour, donc Patrick Louisy de l'association Peau Bleue. Nous, on travaille dans le domaine marin. Donc, pour la référence à ce projet-là spécifiquement, un de nos objectifs, c'était de documenter, on va dire, la variabilité des hippocampes, parce que se pose encore aujourd'hui la question de savoir s'il y a
bien deux espèces d'hippocampes et 2 espèces seulement, comme les scientifiques l'admettent. Et en réalité, sur l'enquête qu'on a lancée via Internet, on a, on va dire, un bon 3/4 des signalisations d'hippocampes qui sont accompagnées de photos sous-marines. Pas toujours bonnes, mais de toute façon utiles. Donc je crois que les appareils photos sont dans l'eau. Ça dépend aussi du nombre de personnes concernées, parce que c'est clair que nous, on touche quelques dizaines de plongeurs qui s'intéressent particulièrement à des trucs qu'on ne voit pas d'habitude. Mais bon, a priori, pour nous, la photo est un très bon support de transmission d'infos. Le côté matériel et financier n'est pas un facteur limitant, apparemment. Et on me fait quand même observer sur ma gauche que bon, tu es sur un objet, si j'ose dire, qui ne bouge pas beaucoup, hein, l'hippocampe. Donc ça peut fonctionner peut-être avec l'hippocampe, plus difficilement avec d'autres espèces, effectivement, marines. Ah, c'est évident, oui. Ok. Il y avait donc une personne qui voulait intervenir là. Oui, bonjour, Luc Mauchamp. Donc, je suis chef de projet au ministère de l'écologie pour la mise en place de l'Observatoire national pour la biodiversité. Et donc, je reprends également le pilotage du système d'information nature et paysage dont on a parlé un petit peu hier. Alors, moi, j'avais plusieurs questions. D'abord, une question de détail. Tout un travail sur le SINP mer, et qui sont très réservés, par exemple, sur des opérations un petit peu de communication, genre le bateau qui part 3 ans, faire des prélèvements en mer avec les hélicoptères et tout, et finalement, qui ont des protocoles qui sont les leurs, et qui ne sont pas les protocoles de l'IFREMER, qui aimerait bien récupérer les échantillons pour les analyser pendant des dizaines d'années, et qui ont le plus grand mal, finalement, à se relier à ces initiatives très citoyennes, mais qui finalement vont être peu valorisés d'un point de vue scientifique. Donc je voudrais, par rapport aux autres projets, qu'on précise bien quel lien finalement, comment les protocoles qui sont utilisés par des amateurs finalement sont complètement intégrables dans les travaux des scientifiques. Merci beaucoup. On va répondre en 2 temps. Si vous voulez bien répondre sur cette histoire de gadgetisation, et en tout cas de lien avec la recherche, n'oubliez pas, Chizé, cette zone-là, il y a un gros labourage qui est fait sur cette zone-là. À mon avis, les liens existent. Et puis, Céline voudra répondre, je suppose. Donc, pour ce qui est en fait de la zone, c'est une zone atelier. Donc, il y a énormément. Au niveau du CNRS, il y a un contrat à temps plein pour signer des mesures agro-environnementales avec les agriculteurs. Il y a une ZPS, Avifaune. Nous, on présente bien notre programme comme un programme de recherche. La cavité étant un outil. Le nichoir étant une cavité artificielle comme un outil pour tester notre hypothèse, mais n'est pas une solution. Et on mesure bien à chaque fois dans nos actions, dans les classes, dans les villages, que de toute façon, si l'hypothèse est vérifiée, le nichoir ne sera pas la solution. Sa durée de vie, elle n'est pas longue. Et que du coup, derrière, on commence déjà à travailler avec l'association locale. Nous, c'est de Sèvres Nature Environnement, qui est liée donc, du coup, à une institution plus nationale, mais sur justement quelles mesures derrière pour qu'on puisse se réapproprier cette biodiversité, se réapproprier notre territoire et retrouver des cavités naturelles et des mesures. Donc certaines des communes ont déjà commencé sur le village, pas sur la plaine, mais sur le village à replanter des frênes, puisqu'on a aussi quelques marais communaux, des vestiges de marais communaux au milieu de cette plaine. Donc on a un milieu un peu particulier et on a des choses qui commencent à voir le jour. Mais c'est sûr que il y a beaucoup le travail qui est fait avec les agriculteurs est fait depuis de nombreuses années et l'idée est vraiment de travailler ensemble et de ne pas aller à la confrontation, mais vraiment de les accompagner et de travailler ensemble sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui... le CNRS dit que les agriculteurs seront les gestionnaires, en fait, sont des gestionnaires de ce milieu, des partenaires sur le milieu, et du coup, on est plutôt dans l'idée de travailler ensemble plutôt que d'aller dans la confrontation. Et c'est sûr que jamais notre discours est que le nichoir est la solution. Voilà. Alors, pour répondre à la question avec le lien avec en fait, des programmes de recherche, 2 choses. Tout d'abord, Cybelle Planète, c'est une association, ce n'est pas un centre de recherche. Nous travaillons en collaboration avec une quinzaine de chercheurs, dont l'IFREMER 7, qui est à la base, qui a monté un programme qui s'appelle l'Écoscope, un programme de mise en commun du savoir scientifique. Donc l'Écoscope est partenaire officiel du programme Cybelle Méditerranée, et nos données et tous nos résultats vont bien sûr être
mis en collectif avec cette structure. Ensuite, on est en relation avec le SINP maire. On doit les voir à la fin du mois, donc il est prévu de rentrer dans des structures collaboratives au niveau national. Notre projet, il est nouveau, donc c'est vrai que pour l'instant, on essaie de convaincre un peu tout le monde, c'est toujours très difficile. Ensuite, en ce qui concerne les programmes de recherche, donc ça s'intègre dans des programmes de recherche, mais à la limite, c'est pas l'objectif de Si Belle Planète. Nous, on n'est pas là pour valoriser la recherche. On est là pour valoriser les missions de données de qualité. Ensuite, libres chercheurs, d'ailleurs, qui auront libre accès à la base de données, d'effectuer des recherches, de les analyser, d'avoir des résultats et de les publier. On ne peut pas devenir tout le monde, quoi. Et pour terminer sur cette question, donc on est aussi en train de rentrer dans un programme. Donc là, c'est plus dans la région de Monaco avec le CIUSM sur la tropicalisation de la Méditerranée. Donc là aussi, petit à petit, on intègre Si Belle Méditerranée à des programmes. Donc là, c'est un autre programme avec la mise en place d'une veille pour les plongeurs. Merci. À côté, juste une chose, il est l'heure normalement de partir en pause et une pause de 1/4 d'heure. Donc voilà, on peut continuer. J'ai déjà deux personnes qui voulaient intervenir. On peut se dire que c'est les 2 dernières, si vous en êtes d'accord. Et on fait une cote moltaillée, c'est-à-dire que vous irez en pause, mais ça sera plus rapide. Alors, ma question est phagocytée par mon voisin qui me dit qu'il n'a pas eu de réponse sur la CNIL avant que je puisse poser ma question. Oui, mais c'était volontaire. D'accord, bon, voilà. Autoritairement, j'ai décidé que ce n'était pas une question fondamentale. À vous. Alors, moi, c'est plus un commentaire par rapport à la présentation d'Élise sur le référentiel, parce qu'il y a 2 choses qui sont d'une nature différente à l'intérieur de cette présentation. Il y a eu, via Tela Botanica, un énorme travail de sciences citoyennes et qui est tout à fait exemplaire sur la construction de la BDNF et qui a été un outil effectivement collaboratif et un outil qui aujourd'hui dans le paysage des botanistes est complètement clé. Et c'est construit à travers des collaborations bénévoles et de la science citoyenne, un outil de référence que chacun est aujourd'hui libre ou pas d'adopter et qui est plutôt assez adopté par toute une série de personnes parce qu'il est venu prendre une place qui n'existait pas. Maintenant, lorsque cet outil devient, comme ça a été présenté sur la fin de la présentation, un outil de droit, c'est-à-dire un référentiel qui est imposé à un ensemble d'acteurs institutionnels, simplement un point, il doit à ce moment-là prendre en compte tous les éléments de la science qui peuvent être disponibles pour faire le meilleur jugement possible à ce moment-là. Et à ce moment-là, la science citoyenne a ses limites parce qu'il faut incorporer d'autres acteurs qui disposent de connaissances complémentaires pour faire une démarche bien ancrée. Donc je crois que c'était intéressant parce que c'est à la fois un très très beau programme de sciences citoyennes qui a produit quelque chose qui est vraiment un outil incontournable et qui va très loin, et qu'en même temps, à un moment, c'est un exemple de la manière dont ça doit se remailler avec autre chose. Et c'est à la fois possible et pas forcément simple pour passer à un niveau autre. Donc je pense que ça aurait mérité une réflexion peut-être plus distincte sur les 2 phases en fait du programme. Oui, parce que j'ai présenté plus ce qui s'est passé avant et que je n'ai pas forcément présenté ce qu'on va faire après, sachant que dans les personnes qui sont là, qui ont réfléchi au référentiel, qui ont fait partie du groupe, il y a déjà des personnes qui étaient, à mon avis, incontournables. Donc après, la phase à laquelle on réfléchit, c'est justement quelles personnes il manque et quelles personnes il faudrait rajouter pour apporter les réflexions dont tu parles. Et la deuxième chose, c'est d'étudier un outil qui est imposé. Je pense qu'on ne peut pas imposer un outil. Pour moi, cet outil-là, effectivement, ça sera l'outil de référence, mais à partir du moment où on veut échanger des données. Mais si à Paris-tout, une structure est seule dans son coin, elle a son référentiel et elle a juste envie de discuter avec elle-même, cet outil, je veux dire, on ne va pas obliger personne à l'utiliser. Je parle du référentiel du MNHN qui sera validé.
à partir... Juste, présidente de la Botanica, donc je me permets d'intervenir en 2 mots. Non, je crois que ce qui est à retenir dans le cadre, on ne va pas rentrer dans le cadre de l'utilisation ou pas, ce qui est à retenir, c'est l'application des méthodes de type science citoyenne à la réalisation d'un objet, dans ce cas-là, le référentiel, d'une façon qui n'était pas pratiquée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était soit une personne individuelle qui faisait son travail, typiquement Michel Kerguelen qui a travaillé seul, seul avec son groupe de travail, mais de façon isolée, ou des comités qui se réunissent, et il y en a eu pas mal avant, mais qui n'arrivaient pas à conclure, tandis que là, on est arrivé à mettre un processus en place qui permettait de converger vers une solution. Je crois que ce qui est à retenir, c'est ça. Alors après, il est évident que pour que le travail soit fait, dans le groupe, c'est que des experts qui sont à l'intérieur. Et je ferai la différence entre cette notion d'amateur, professionnel et tout. Il y a tout un champ qui sera exploré dans ce domaine-là. On a affaire typiquement à des gens qui travaillent hors de leur cadre professionnel, ils ne sont pas payés pour faire, mais qui sont tous des professionnels qui travaillent sur le sujet. C'est des gens qui vont être, je pense, travailler dans un institut, qui sont enseignants, etc., qui bossent sur le sujet, ils ne sont pas payés pour ça, mais ce sont quelque part des professionnels du domaine. Ce sont des experts. Alors, rapidement, je voulais revenir sur la notion de photo qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il y a 2 grandes bases de données mondiales qui se construisent avec plusieurs photos chargées par seconde parfois, qui est effectivement Flickr qu'on a signalé, qui pour moi pose encore un problème, c'est que toutes les photos ne sont pas libres. Il faut bien regarder si la personne a accepté qu'on utilise sa photo. Et souvent, elles ne sont pas très bien légendées. Par contre, elles commencent en tout cas à bien être organisées par thème, sous-thème, catégorie. L'autre base de données mondiale, qui est plus de 5 millions de photos aujourd'hui, c'est Wikimedia Commons, où là, elles sont libres. Et le moteur logiciel de la Wikimedia Foundation, qui est le même que celui de Wikipédia, a plusieurs avantages. C'est qu'il est prévu pour organiser les légendes en catégories. Et à partir du moment où vous avez mis votre légende en anglais, ça devient plus facile ensuite pour différents pays de les récupérer. Et elles peuvent être traduites, y compris en breton, en ch'ti, en wallon, etc. Ça, c'est une base qui démarre, qui est encore mal organisée. Par contre, si les chercheurs pouvaient contribuer à veiller sur leur domaine de compétences, à ce que les meilleures de ces photos soient bien légendées, par exemple, et en anglais notamment, et ça peut être un travail à faire avec leurs élèves, je pense qu'on accélérerait fortement le truc. Il y a aussi un gros débat en ce moment qui est, par exemple, la plupart des photos des sites officiels français viennent des États-Unis. La ministre de la Défense s'est photographiée devant le drapeau américain parce que les photos des sites officiels français ne sont pas libres de droit. Si le muséum, le CNRS, etc., pouvaient commencer à mettre en licence Commons un certain nombre de photos clés, par exemple utiles pour la détermination des espèces, on gagnerait un temps extraordinaire. Et les profs d'anglais dans les facs pourraient faire travailler, par exemple, leurs élèves à traduire ça en anglais. Et je vous assure qu'en 2-3 ans, on dope le monde de la recherche, notamment avec ce que j'évoquais la dernière fois, qui était la sérendipité. C'est-à-dire que sur ces photos, vous avez un nid de frelons en construction alors que vous attendez un oiseau. Il y a des gens qui découvrent des nouvelles espèces et qui découvrent des informations extrêmement importantes là où ils ne pensaient pas les trouver. Je donne juste un exemple aussi. Les archivistes, les archives départementales ont des photos qui sont anciennes et qui seraient très intéressantes en termes d'écologie rétrospective. Des cartographies anciennes qui seraient très intéressantes sur des SIG qui nous permettraient de remonter en temps où étaient les zones humides. Sur des cartographies de routes pour travailler sur la fragmentation écologique, par exemple. Par exemple, la carte de Cassini est nulle sur les périphéries des forêts. Par contre, vous la mappez sur l'image satellite, les routes au millimètre près sont bonnes. Elles sont bien dessinées. Florian, c'est bien. Ouais. Tu vas être dans la table ronde cet après-midi. Tu auras tout le loisir de t'exprimer. Mais je serai peut-être un peu hors sujet. Mais enfin, sinon, je réfléchis à cette question des images. Elle est vraiment importante et intéressante. Merci beaucoup. On va s'arrêter là ce matin.